De ce point de vue-là, ce film était extraordinaire. Il était vraiment pionnier sur ce qu'allait être l'intelligence artificielle. Donc bonjour JQ, je suis Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste d'intelligence artificielle. Et justement, nous allons essayer de décrypter un certain nombre de scènes dans le cinéma sur l'intelligence artificielle. Monsieur Theodore Tombly, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent, OS1. Nous allons vous poser quelques questions avant d'initialiser le système. Bien sûr que c'est un abus de langage. L'intelligence artificielle ne signifie pas que la machine soit à proprement parler dotée d'un esprit et a fortiori moins d'une conscience. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui a pour but de simuler les différentes facultés mentales. Et là, il s'agit de facultés mentales de dialogue, ce qui existe aujourd'hui bien sûr, mais ça ne veut absolument pas dire que la machine elle-même se reproduit, surtout qu'elle éprouve des émotions elle-même. Êtes-vous sociable ou solitaire ? Eh bien, ces temps-ci, je suis assez solitaire, mais c'est parce que... Je sens une certaine hésitation dans votre voix. Êtes-vous d'accord ? J'avais l'air d'hésiter ? Oui. On peut tout à fait imaginer que un système de dialogue, un agent conversationnel, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui un chatbot, pose des questions sur les préférences de la personne, qu'éventuellement d'ailleurs elle se nourrisse de tout ce qu'elle connaît, de ses courriers électroniques, de ses échanges, pour être personnalisé. De ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt réaliste. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est quand il dit ma mère, le problème c'est que quand je parle avec elle, elle me parle d'elle. Et là, bien sûr, l'idée c'est que on ait une machine qui parle vraiment à la personne en fonction de ce qu'elle est. En 2013, le film était extrêmement bien vu puisqu'il correspondait à ce que l'on faisait dans des laboratoires de recherche. Et je me souviens qu'à l'époque, nous étions extrêmement contents, mes collègues et moi, parce que nous avions un film qui était de la science-fiction, mais en même temps qui correspondait à peu près aux projections que l'on pouvait faire. Et on se doutait que ça venait. Bien sûr, à l'époque, les agents conversationnels étaient beaucoup moins perfectionnés que ceux qui existent aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, la synthèse vocale était de moins bonne qualité, mais surtout parce que nous n'avions pas la génération automatique de texte telle que nous l'avons depuis 3 ans et demi avec ChatGPT. Arrête-toi et éternue. Shoot ! À vos souhaits. Merci. A priori, il n'y a aucune raison que ce soit pas réaliste. Moi, il me semble que c'est une très très belle scène. Et je crois que ce qui est vraiment important dans le film, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se trouve en détresse à un moment de sa vie et il peut trouver dans cet échange avec un agent virtuel une forme de consolation. Et ça n'est pas bien sûr quelque chose qui va durer toute sa vie, puisque on le voit à la fin du film. Il retrouve une autre personne avec qui il partage sa vie, mais là il vient de divorcer, il se sent très très seul. Donc je trouve que le film de ce point de vue-là est très 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 bien vu et beaucoup de pertinence. Tu m'as déjà bien aidé, tu sais. Grâce à toi, j'ai découvert que je pouvais avoir des désirs. Là, je crois qu'il faut être extrêmement clair. Le robot n'a pas d'émotion par lui-même. Donc, on a une comédienne qui a une voix extraordinaire qui mime l'émotion. On peut, de façon artificielle, dans une machine, par le ton de la voix, par les inflexions, éventuellement s'il y a un visage, par les traits du visage, essayer de faire comme si, mais la machine n'a pas d'émotion. Ce qu'on appelle en anglais affective computing, c'est toute la partie de la discipline informatique qui essaye de simuler des émotions dans la machine. Alors pourquoi simuler des émotions ? Parce que l'échange avec la machine est beaucoup plus facile lorsque il se place au plan émotionnel, parce qu'il n'y a pas le calcul, la rationalité, c'est très spontané. Donc ça fait déjà pas mal de temps, au moins 25 ans qu'on travaille là-dessus. Il y a eu un film d'ailleurs qui a été fait en 2001 qui s'appelait AI Intelligence de Spielberg, où il y avait justement cette idée que la machine mimait les émotions, et ça correspondait tout à fait à ce que l'on faisait dans des laboratoires de recherche. Mais il faut insister, la machine n'a pas d'émotion en elle-même.
dans les recherches, on travaille là-dessus. On peut essayer de faire une machine qui va se nourrir. Par exemple, vous savez qu'il y a des petits aspirateurs qui, lorsqu'ils sentent que leur batterie est un peu faible, courent pour aller recharger leurs accumulateurs sur la station électrique. On peut avoir une machine qui se représente elle-même, ça pose pas de problème conceptuel, mais ensuite, l'idée que la machine, elle, vous voyez, est elle-même des sentiments, et donc qu'elle ait un objectif qui lui soit propre, qui ne soit pas celui que les hommes ont mis dedans, ça reste extrêmement mystérieux, et pour l'instant on en est totalement incapable. Alors même s'il y a un certain nombre de scientifiques qui prétendent que on va avoir une machine qui aura des émotions, on n'a aucun élément qui nous permette de répondre aujourd'hui positivement à ce sujet-là. Et ce serait un tout petit peu inquiétant d'ailleurs. J'essaie de composer un morceau qui exprime ce que je ressens là, sur cette plage avec toi. Est-ce que une scène comme celle-là serait plausible? Disons qu'il y a quand même cette présence dans la plage, c'est-à-dire que ce serait des facultés d'imagination extrêmement fortes. D'autant plus que, autant que je me souvienne dans le film, il n'y avait pas vraiment de réalité virtuelle. C'était vraiment juste une suggestion qui pourrait être faite par un agent conversationnel. Ça paraît excessif. En même temps, je crois qu'il faut insister sur la présence de cette voix qui peut faire rêver beaucoup de gens. En 92, avec des étudiants, on avait travaillé sur la génération automatique de la ligne de base dans un trio rythmique en jazz, donc avec quelque chose qui est donc de l'improvisation, donc avec une forme de créativité musicale. On peut faire des musiques de films, on peut tout à fait créer des ambiances avec des outils d'intelligence artificielle. Ça pose aucun problème. Ce qui est plus difficile, c'est de créer non seulement cette musique, mais ensuite de créer l'ensemble du paysage visuel qui est présenté là, avec l'atmosphère de la plage, etc. Ça me semble un tout petit peu plus délicat. Mais c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec les réalités virtuelles. Et le projet du métavers n'était pas très loin de celui-ci. Le film R, je trouve que c'est un magnifique film parce que il nous montre qu'est-ce que pourrait être la vie commune avec ces technologies qui se développaient. Au moment où il a été fait, on avait déjà une petite intuition de ce qui pouvait se faire, et on se disait mais toutes les technologies sont là, ça devrait pouvoir arriver. On voit bien sûr que quelques années plus tard, un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, les technologies sont encore plus développées, et donc bien sûr moi c'est ce que je trouve passionnant avec les questions sociales, c'est de montrer comment la société se transforme, les relations entre les individus peuvent être changées par les machines. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'imagine pas des choses extraordinaires. Là, on est vraiment à l'état de la technologie, un tout petit peu plus développé bien sûr que ce qui existe. Là, c'est une histoire un peu extraordinaire. C'est l'idée qu'il y a un témoin qui est mis dans le cerveau et qui va enregistrer toute la conscience et puis qui ensuite va pouvoir poursuivre son existence en dehors du corps physique. Alors bien sûr, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, parce que notre conscience, elle est quand même le résultat de toutes nos interactions avec le monde environnant. Et puis surtout, on n'est pas capable de dissocier la conscience de notre physiologie, de notre cerveau. En même temps, ça fait l'objet de beaucoup de réflexions, et un certain nombre de scientifiques se disent peut-être que on va pouvoir poursuivre notre existence en dehors de notre corps physique. Alors j'ai écrit un livre pour expliquer que ça n'était pas possible, puisque exactement les arguments scientifiques qui sont allégués pour justifier ce type de projection ne sont pas fondés. Alors ça peut bien sûr faire l'objet de fiction. Cette idée qui est passionnante du point de vue de la fiction, de la littérature, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort de son corps comme ça, mais il faut
bien sûr précisé, de façon claire. On n'a aucun élément pour dire que ce soit possible, et ça pose d'ailleurs des questions vertigineuses sur la nature même de notre conscience. Parce que ça résulte de ce que les philosophes appellent un dualisme. C'est l'idée que la conscience pourrait être totalement séparée du corps. Or, les philosophes depuis très longtemps débattent de ce problème, mais je crois qu'on en est très loin. Y a quelqu'un? Salut, je suis Matthew, je travaille pour Smart Intelligence. Dans tout cet épisode de Black Mirror, on a une personne qui justement prend le contrôle à l'extérieur des individus. Donc soit c'est une conscience qui a été extraite à partir d'une personne, c'est-à-dire qu'on a mis un témoin dans le cerveau de la personne, on a extrait la conscience et ensuite on l'a isolée, et puis ensuite on va asservir cette conscience à des tâches concrètes. Tout ça bien sûr relève de toutes ces questions. Cette idée d'action à distance, c'est l'idée qu'on peut écrire dans le cerveau, échanger directement avec le cerveau, voir à la place d'une personne. Surtout, tout ça est une fiction très intéressante du point de vue romanesque, mais bien sûr ne repose sur rien du tout. On n'a aucun élément qui nous laisse entendre que ça puisse exister. Et heureusement, parce que si jamais ça advenait, ça voudrait dire que quelqu'un pourrait nous mettre ce qu'il veut dans la tête. Et ça veut dire que c'est certainement une forme de dictature, parce que vous pourriez avoir un homme extrêmement puissant qui vous commande totalement. Et heureusement, pour l'instant, on n'a aucun élément qui laisse entendre que ça puisse être possible. Une copie de quelque chose? Bien sûr que je sais ce que c'est. Parfait, c'est ce que vous êtes. Alors là, c'est quelque chose d'absolument effrayant, c'est cette existence possible sans corps. J'insiste sur le fait que c'est vraiment une idée de fiction, et que je trouve que c'est une bonne idée puisque je l'ai même réutilisée. Mais en même temps, bien sûr, ça n'a absolument aucune contrepartie, et c'est impensable aujourd'hui, et même dans le futur d'ailleurs, d'imaginer que l'on puisse transposer totalement, vous voyez, copier la conscience et la mettre sur un circuit électronique. Les concepteurs de Black Mirror, ou les pionniers de l'intelligence artificielle sont venus à cette pensée. C'est une pensée assez simple, assez naturelle. C'est-à-dire qu'on a cette projection sur la machine d'une conscience, et puis à ce moment-là, bien sûr, on extrapole. Tu tapes des messages, comme pour un email. Et ça te répond, comme lui l'aurait fait. Mais il est mort! C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom. Il fouille dans son passé. Alors là, on a affaire à une idée qui est relativement courante, c'est celle d'un avatar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que dans la mythologie indienne, c'est le fait que on peut avoir une démultiplication de la personne d'une divinité. Et là donc, c'est l'idée qu'on va avoir dans le monde numérique un représentant de soi-même qui s'est nourri de l'ensemble de nos échanges, de nos courriers électroniques, etc. Et qui, à partir de ça, puisse nous représenter, c'est-à-dire parler comme si nous étions présents. Et on se trouve dans une situation particulière après un deuil. C'est l'idée que les personnes qui vous ont bien connu pourraient continuer à échanger avec l'image de vous-même, ce qui leur procurerait une espèce de consolation, puisque vous continuez à vivre avec eux. C'est ce qu'on appelle les dead bots. Et alors, il se trouve qu'il y a très longtemps, j'ai été contacté, j'étais jeune, j'avais écrit mon premier livre par des médecins qui étaient très connus, et ils m'ont invité, et ils m'ont dit voilà, on a un petit groupe d'amis avec la petite fille de Paul Valéry, et Paul Valéry écrivait tous les matins des notes sur tous les sujets les plus courants, et on aimerait savoir si avec votre machine vous pourriez nous faire revivre Paul Valéry comme s'il était présent. Alors j'étais très gêné, et puis je me disais c'était quand même un peu irrévérencieux vis-à-vis de la mémoire de Paul Valéry, puis je voulais pas dire que c'était pas possible parce que je n'en savais rien, et en même temps je voulais pas m'engager pour faire ça. Et je me suis rendu
rendu compte de deux choses dans la suite. C'est d'une part que c'était pas si irrévérencieux que ça vis-à-vis de Paul Valéry, parce que lui-même a imaginé exactement la même situation. Dans Eupalinos ou l'architecte, il met Socrate et Phèdre sur les rives du Léthé, c'est-à-dire le fleuve de la mort, où ils devisent, ils continuent à discuter en fonction de leur passé. Et puis d'autre part, parce que effectivement aujourd'hui, on est en mesure de fabriquer des trucs qui ressemblent un tout petit peu, qui parlent un tout petit peu comme si nous étions présents. Mais en même temps, bien sûr, c'est extrêmement éloigné. Et je crois que cet épisode de Black Mirror, de ce point de vue-là, est très intéressant parce qu'il montre bien les limites que peuvent avoir ce type de dispositif. Sur un laps de temps très court, avoir l'impression qu'il s'agit de la personne. Mais très vite, bien sûr, on se rend compte des limitations que ça peut avoir. Parce que ça n'est jamais quand même qu'un échange par procuration. Et puis alors, c'est un peu une trahison, en ce sens où, lorsque nous avons des événements qui adviennent, on peut avoir des réactions qui sont pas tout à fait la copie de ce qu'on a eu comme réaction dans le passé, car chaque événement est singulier, et nous-mêmes nous évoluons dans le temps. Ça suppose une permanence qui ne correspond pas du tout à la réalité. Est-ce qu'on peut converser avec un agent artificiel qui imiterait une personne? On peut toujours, mais je crois que l'illusion, elle est très très légère. Et puis là, on est dans une situation particulière. Cette femme est très seule. Elle vient d'apprendre qu'elle a un enfant avec cet homme qui est décédé. Justement, dans la suite, on va assez rapidement voir que c'est insatisfaisant parce qu'il n'a pas tout à fait les mêmes réactions que aurait eu son conjoint. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le film est très très bien fait, parce que il montre à la fois c'est possible et en même temps les limitations qui arrivent. Et tout à la fin d'ailleurs, on le voit, puisque elle veut lui dire mais vas-y, saute dans le vide. Et à ce moment-là, il hésite un peu, mais elle lui dit mais si ça avait été toi, tu n'aurais jamais hésité, tu aurais refusé, tu te serais révolté, et donc elle voit bien que ça n'a absolument rien à voir avec, en tout cas, l'idée qu'elle se faisait de son conjoint. Tu as bonne mine. Je suis pas vieux non plus. Tu lui ressembles dans un de ses bons jours, en fait. Là, je crois qu'il est important de dissocier deux choses. D'une part, le dialogue, qui reprend des éléments passés, qui peut faire illusion, mais très peu, et je dois dire que moi, j'y crois pas trop, mais en tout cas, on est capable de le faire. Et puis, un élément, alors là, qui est complètement irréaliste, c'est la reproduction physique du double de la personne, qui aurait exactement le même grain de peau, la même posture, etc., la même température. Ça, bien sûr, c'est totalement illusoire, on est incapable de le faire. Mais en même temps, c'est une vieille idée qui, je crois, ne repose sur rien du tout. En tout cas, on a énormément de mal à le faire. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur. Donc c'était un bon reflet des recherches qui se poursuivaient dans les laboratoires à l'époque, mais bien sûr on n'avait aucune idée précise de ce qu'allaient être les résultats de ces recherches. Et en particulier, vous avez la reconnaissance vocale. À l'époque, il y avait très peu de travaux sur la reconnaissance vocale. Il commençait à y en avoir quelques-uns, et c'était très embryonnaire. On ne savait absolument pas comment faire pour avoir des machines à dicter. Aujourd'hui, tout le monde a ça sur son téléphone portable, donc vous voyez les progrès extraordinaires que ça a fait. Il appelle son ordinateur Karl. Ce qui est assez drôle, parce que aux États-Unis, Stanley Kubrick l'avait appelé Hal. Et HAL était un nom codé qui avait deux sens. Ça voulait dire IBM, parce que si vous prenez la lettre suivante de l'alphabet, la lettre qui suit le H, ça donne le I, la lettre qui suit le A, c'est le B, et la lettre qui suit le L, c'est le M. Mais en même temps, ça veut dire Human Algorithmic Computer, homme algorithmique. C'était ce terme qui était plein de sens, a été traduit, et il montre bien toutes les difficultés de la traduction automatique. Car vous voyez que là, on a choisi un autre terme, alors qui est pas beaucoup plus français d'ailleurs que Karl, mais en plus qui fait perdre tout le sens et tout le sel, bien sûr, de la signification de cet ordinateur.
Le scénario a été écrit en 1965. Et Stanley Kubrick a pris comme conseiller scientifique Marvin Minsky, qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Avec John McCarthy, ils ont créé cette discipline scientifique. Fou prend dame, cavalier prend fou, échec et mat. La sortie du film 1968 est particulièrement intéressante, car le pionnier de l'intelligence artificielle, John McCarthy, qui s'était beaucoup intéressé aux jeux, et pour lui, les jeux, il appelait ça la drosophile de l'intelligence artificielle. Ça permettait de tester de nouvelles techniques, de nouvelles approches de l'intelligence artificielle. Et à l'époque, donc, on essayait d'explorer des espaces de recherche, hein. C'est ce que fait John McCarthy, et il a d'ailleurs inventé un algorithme qui est très connu, l'alpha-bêta, qui permet de limiter l'exploration des espaces de recherche. Mais justement, à ce moment-là, il est dans une soirée et il rencontre un grand maître d'échecs. John McCarthy lui dit, d'ici 10 ans, vous allez voir, vous allez être battu par une machine. Ce grand maître d'échecs éclate de rire, il dit c'est impossible. Et à ce moment-là, il y a un pari qui est lancé en 68. Pari. Alors la somme est assez conséquente. Hein. Je crois que traduit en euros d'aujourd'hui, ce serait à peu près 15 000 euros. Et il dit d'ici 10 ans, donc aucune machine ne me battra. Et donc John McCarthy parie. Et il perd son pari, hein, parce que en 78, je crois que Daniel Levy n'est pas battu par une machine. Et puis ensuite, bien sûr, il va y avoir des améliorations considérables, et il faut attendre donc 97 pour que le champion du monde en titre, Garry Kasparov, soit battu par une machine au jeu d'échecs. Hein. Mais en même temps, bien sûr, ce qui semble être une victoire incroyable de l'intelligence artificielle, d'une certaine façon, est un peu décevante parce que les machines l'emportent parce qu'elles explorent un nombre considérable de positions, mais en même temps, on n'a pas été capable de comprendre comment les hommes jouent aux échecs. Hein, et donc, le but de l'intelligence artificielle, qui est de simuler la démarche humaine, n'est pas arrivé à le faire. Et ensuite, on a arrêté, parce que comme on avait déjà une machine qui jouait mieux que les hommes, on s'est arrêté de travailler là-dessus. Il y a des pistes de recherche qui ont été arrêtées à cause de ces succès de l'intelligence artificielle. Nous devons cependant vous informer qu'une analyse préliminaire de vos calculs nous indique de façon formelle que votre superordinateur Karl a fait une erreur en prédisant la défaillance. Aujourd'hui, on sait que les techniques d'intelligence artificielle, même les plus perfectionnées, sont entraînées par apprentissage machine à partir d'exemples particuliers. C'est de l'induction. Et donc, on généralise et on est toujours susceptible de faire une erreur, hein, parce que on n'a peut-être pas vu l'ensemble des cas particuliers. Un exemple très illustratif de cela, c'est ce qu'on appelle le signe noir. On a vu des signes qui étaient blancs tout le temps, mais il se peut qu'il y ait des signes noirs. Et c'est ce qui s'est produit. Hein. On a pensé pendant longtemps que les seuls signes qui pouvaient exister étaient blancs, parce qu'on n'avait jamais vu que des signes blancs. Et puis, des navigateurs néerlandais sont allés dans l'hémisphère sud, et là, tout d'un coup, ils ont vu des signes noirs. À ce moment, ils ont vu qu'il y avait des choses qui étaient étonnantes. Ben, c'est ce qui se produit avec l'intelligence artificielle. Il se peut toujours qu'il y ait une erreur, car on n'est jamais certain d'avoir couvert l'ensemble des possibles dans les ensembles d'apprentissage. Sur le fondement desquels on va faire de l'induction. Alors là, bien sûr, hein, on a cette scène d'anthologie, hein, où les deux astronautes se cachent, hein, pour que la machine ne sache pas ce qu'ils racontent. Donc ils vont s'isoler, mais ils sont dans une cellule avec un hublot. Et à ce moment-là, la machine, qui ne les entend pas, va lire sur leurs lèvres et va être en mesure de savoir ce qu'ils se disent. Et là, bien sûr, elle va avoir une émotion, c'est-à-dire qu'il parle de la déconnecter, et à ce moment-là, la machine s'y refuse. Et c'est là où elle va être extrêmement pernicieuse. Hein, et voilà. Donc là, bien sûr, on est dans l'ordre de la fable, hein, totale. Hein, c'est la personnification, hein, de la machine. C'est cette idée, hein, que l'œuvre humaine va tout d'un coup, hein, dépasser son créateur et prendre le pouvoir sur lui. Ne discute pas, Karl. C'est moi qui commande. Ouvre la porte A. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Alors là, c'est intéressant parce que c'est le moment où la machine s'oppose
à la commande humaine. Et bien sûr, ça n'est absolument pas réaliste. En tout cas, ce qui n'est pas réaliste, c'est qu'elle s'oppose à toute commande humaine. On pourrait imaginer que des situations font que la machine ait été programmée pour ne pas exécuter certaines commandes, parce qu'elles sont considérées comme dangereuses. On pourrait par exemple tout à fait concevoir que dans un avion, le pilote n'ait pas le droit de faire un certain nombre d'actions parce que elles sont vues comme contraires aux règles de sécurité. En l'occurrence, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la machine va bien sûr s'opposer complètement et de façon consciente et volontaire à ce que propose l'astronome, avec cette idée bien sûr que va avoir une volonté propre qui s'oppose à celle de l'homme. Et ça, je crois que c'est important, ça fait vraiment partie de la fiction. On n'est plus du tout dans le champ scientifique et rigoureux et rationnel. On se rend compte que beaucoup des techniques qui sont développées ou qui sont présentées à l'intérieur de ce film, aujourd'hui, donnent des résultats. Par exemple, la reconnaissance de la parole, ça marche très bien, le jeu d'échecs, ça marche très bien, la sécurité informatique, ça marche très bien, le pilotage automatique, donc on peut dire oui, tout ça est présent. Donc de ce point de vue-là, ça montre le succès de l'intelligence artificielle sur ces 50 dernières années. Jamais dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé me voir déféquer dans une église. Eh bien... Il y a plusieurs choses. Les deepfakes, c'est réaliste, bien sûr. Aujourd'hui, on est capable de produire des simulations, enfin, je veux dire, des images qui correspondent à des choses qui n'ont pas du tout existé. Notre objectif est de lancer un contenu unique sur mesure pour chacun des individus enregistrés dans notre base de données. Là, c'est vraiment passionnant. C'est l'idée que la création va être totalement personnalisée. Alors, on a déjà une personnalisation de la publicité, c'est-à-dire qu'on va adresser à chaque segment de la société les publicités qui lui conviennent en fonction de son profil. Et là, on va encore plus loin puisque on va créer le film qui va coller à la personne. C'est assez troublant. Alors, bien sûr, on est très loin de ce qui se produit dans la réalité. Du point de vue artistique, je trouve que c'est très intéressant comme idée. Et là, l'idée, c'est que l'œuvre artistique, c'est un peu comme une savonnette, c'est-à-dire qu'on va prendre celle qui correspond à votre désir, éventuellement qui est le reflet de vous-même. Et donc ça fait partie bien sûr de questions assez étranges. Je suis pas certain, que du point de vue esthétique, ce soit très judicieux. Mais du point de vue technique, effectivement, on va être très certainement capable de créer des contenus à la volée, avec, en tout cas, l'image d'une personne qu'on peut utiliser et qu'on va animer à l'intérieur du film. C'est ce qui explique d'ailleurs un peu les grèves qu'il y a eu à Hollywood, parce qu'un certain nombre d'acteurs avaient peur qu'on reprenne leur image, qu'on reprenne le ton de leur voix et qu'à partir de ça, on fasse vivre un personnage qui leur ressemble, mais bien sûr qui n'a pas joué, donc ils ne seront pas rémunérés pour leur personnalité qui sera utilisée dans le film. Alors dans toute cette séquence de Black Mirror, on a affaire à un robot qui d'apparence extérieure ressemble tout à fait à des robots qui ont été conçus par la société Boston Dynamics et qui seraient des assistants de soldats, parce qu'ils sont assez stables, ils sont sur 4 pattes, ils sont capables de courir, ils peuvent porter des charges pendant très longtemps, sauf que là, ce robot est animé d'intentions malignes et qu'on ne comprend pas très bien. Il y a une hostilité farouche, il poursuit les individus très loin, puis il est capable de voir à travers les maisons, de poursuivre, de traquer. Alors l'épisode de Black Mirror est absolument terrifiant parce que on a l'impression qu'on peut pas échapper, et d'ailleurs il suit à la fin, en plus il est capable de projeter des éclats de métal qui sont repérés à distance, il suit
à la trace. On est bien sûr à partir d'une réalité, qui sont les robots de Boston Dynamics, on est arrivé dans une fiction totale, qui est très troublante, et de ce point de vue-là, c'est intéressant, du point de vue esthétique, mais du point de vue scientifique, ça repose sur rien. T'y arriveras pas. Tout ça, bien sûr, est de l'ordre de la fiction complète. Déjà, avoir imaginé comme ça un robot qui grimpe un arbre, et surtout qui ensuite est capable d'initiative. C'est bien sûr, ça va bien sûr très au-delà de ce que on serait en mesure de faire aujourd'hui. Pendant longtemps, l'industrie militaire, plus exactement les besoins de la défense, étaient moteurs pour l'industrie. C'est-à-dire qu'on finançait pour les besoins militaires et ensuite on réutilisait les technologies qui avaient été développées dans le cadre de la défense pour le grand public. Ça a été le cas pour les avions, ça a été le cas pour énormément de secteurs, même pour le nucléaire, etc. Aujourd'hui, il en va de façon complètement différente. C'est-à-dire que ce sont les industries grand public qui sont rentables. Ce sont donc les jeux vidéo, les petits drones, etc. Et ensuite, comme on a affaire à des marchés de masse, on a des économies d'échelle considérables, et ce sont ensuite les technologies qui ont été développées pour ces besoins qui sont réutilisées. Prenons une illustration, c'est que les processeurs graphiques pour les jeux vidéo sont tellement développés que ce sont ensuite ceux-là qui sont utilisés par l'apprentissage profond pour entraîner la machine. Et il en va de même dans beaucoup de secteurs. Les drones, par exemple, donc les premiers drones étaient vraiment des avions, donc avec les techniques classiques, mais ensuite les drones qui sont utilisés dans la défense sont des drones jouets qui ont été faits pour s'amuser, qui ensuite peuvent être convertis dans le secteur militaire. Et donc je crois que c'est important de comprendre que contrairement à ce qui se produisait dans le passé, où on avait, disons, les besoins de la défense qui conduisaient à développer l'industrie, qui ensuite pouvaient être réutilisés par le civil, là on peut dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont développées pour les besoins du civil et qui ensuite peuvent être réutilisées par la défense et les militaires. Alors là, c'est intéressant parce que c'est l'idée que le robot s'immisce partout. Il est capable de la suivre à la trace et on aurait projeté un certain nombre d'éléments métalliques dans son corps et il se repère avec ces éléments métalliques. Tout ça est assez amusant et plaisant, mais ne relève d'aucune réalité. Et d'ailleurs après, il va y avoir quelque chose d'amusant, c'est que elle va perturber le robot en lui envoyant un pot de peinture. Et à ce moment-là, le pot de peinture, ce qui est incroyable, ce robot prodigieusement intelligent va être troublé par la peinture qui l'aveugle. On se demande pourquoi. Mais bon, tout ça, bien sûr, relève de la pure fiction et est très intéressant, mais n'a absolument rien de vraisemblable au plan scientifique. Parmi ces fictions, il y en a qui présente une machine qui va tout d'un coup prendre son autonomie, bon, qui relève, alors là, du fantasme complet, c'est le cas de la dernière séquence, et puis d'autres qui parlent des transformations sociales qui sont induites par l'utilisation des machines, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et par exemple, ce qui se passe avec les deepfakes me semble intéressant, même si bien sûr tout n'est pas totalement réaliste. Et puis il y en a d'autres qui essayent de faire des projections sur des développements possibles de l'intelligence artificielle. On le voit dans Heure, on le voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, effectivement, c'est très bien vu, et on s'intéresse à ce moment-là aux changements individuels et sociétaux qui sont la conséquence de l'utilisation de ces machines. Alors, dans le cadre de 2001 de l'espace, c'est un peu troublant, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est une très bonne anticipation de ce que vont devenir les technologies d'intelligence artificielle, et en même temps, la fiction, elle, est totalement réaliste, puisque c'est la machine qui prend son autonomie. Donc ces films de science-fiction sont extrêmement intéressants parce qu'il y a deux aspects, l'aspect scientifique dont il donne une bonne image, et puis bien sûr l'aspect totalement fictionnel, ce qui est le droit complet des auteurs de science-fiction, mais qui bien sûr va au-delà de ce qui est arrivé, mais bien sûr c'est ce qui nous fait rêver ou nous fait peur avec ces films-là. Merci JQ, c'était Jean-Gabriel Ganassia
qui essayait de décrypter un certain nombre de films qui parlaient d'intelligence artificielle.